Il y a presque 10 ans, durant l'été 2016, un événement majeur a eu lieu au Brésil, les Jeux Olympiques de Rio. C'est un événement qui a profondément marqué la ville de Rio de Janeiro, tant par ses modifications urbaines que par l'image véhiculée de la ville dans le monde. À travers une refonte totale de l'espace, Rio a donné l'image d'une ville à la pointe de la modernité. Mais derrière cette vision idéalisée de l'espace se cache en réalité l'expulsion d'individus. Car en effet, les Jeux Olympiques de Rio ont amené la destruction de favelas. Cet exemple, il nous montre que la ville peut se donner une image positive et moderne au détriment des habitants qui la composent. Mais alors, la ville est-elle pensée pour tout le monde? La ville est-elle un lieu d'émancipation ou de marginalisation pour les minorités? Mais en fait, c'est quoi une minorité? La minorité, on peut la définir comme étant un groupe d'individus relativement peu intégrés et peu représentés dans la société. Elle n'a pas le même poids que les autres et dispose d'un pouvoir social limité. Dans une vision large, la minorité peut aller de la minorité sociale à la minorité ethnique. Les minorités se retrouvent parfois marginalisées par des groupes majoritaires, ce qu'on qualifie traditionnellement de majorité. La ville n'est pas seulement un lieu uniforme, elle constitue aussi un laboratoire social, à travers la manière dont les minorités s'approprient l'espace. On retrouve des marqueurs identitaires dans la ville, donc en particulier à travers les enseignes de commerce, de cafés, d'épiceries qui sont érigées dans les codes culturels des diasporas. Donc par exemple sur des épiceries chinoises, on va retrouver des lettres chinoises qui mettent en valeur l'origine des habitants, mais ça peut aussi être par des emblèmes et des symboles sociaux. Donc c'est le cas par exemple dans le quartier du Marais, du drapeau arc-en-ciel qui est très utilisé pour représenter la communauté LGBT. Donc là aussi, on est sur une forme d'appropriation de l'espace par une minorité. Mais on a aussi le développement de quartiers communautaires. Donc c'est le cas évidemment des très connus quartiers Chinatown, il y en a un petit peu partout dans le monde. Little Italy, le quartier congolais Mattanger à Ixelles, ou encore le quartier Little India à Singapour. C'est des quartiers qui ont la particularité de se développer de manière complètement spontanée, à travers des interactions entre des individus de même origine. Alors comment c'est possible? Eh bien simplement parce qu'on ne donne pas forcément l'accès aux minorités à toute la ville, donc elles se retrouvent en marge des espaces urbains, et donc à partir de là, eh bien, elles vont développer des espaces à leur manière. Donc ici, on a clairement l'émancipation des minorités à travers l'espace urbain, et donc à travers l'espace qui leur est donné. On pourrait aussi parler de formes d'art et de pratiques artistiques propres aux minorités dans la ville. La culture hip-hop qui a véritablement émergé chez des minorités afro-américaines, hispaniques, dans le Bronx. Et donc cette culture, elle a donné naissance à différents courants. C'est le cas par exemple du rap, qui a la particularité d'exprimer à travers l'art le quotidien des minorités, et donc de les faire connaître. Mais il y a aussi le graffiti, notamment à travers l'artiste Taki 183. Cet artiste, il avait la particularité de vouloir faire connaître les minorités, de marquer leur existence. Il a utilisé les infrastructures urbaines pour produire un savoir-faire graphique sur des bâtiments, des trains ou encore des métros. On a donc un moyen de s'émanciper à partir de l'environnement, mais aussi à partir des flux entre les villes. Parce qu'évidemment, produire le graffiti sur des trains, ça favorise l'émancipation des messages des minorités, puisque les trains, ils vont de ville en ville. Et donc, on a une émancipation à partir de l'espace, mais aussi à travers un réseau de villes. On a donc une réappropriation de l'espace à partir d'un travail des lieux, par un marquage symbolique des minorités dans l'espace urbain, comme par les pratiques construites autour. Et donc cette incarnation des minorités à la ville, eh bien, elle nous amène à concevoir une multiplicité des perceptions de la ville. Puisqu'évidemment, la ville, vu qu'elle est produite par différents acteurs, eh bien, elle n'est pas forcément vécue et identifiée de la même manière. Et donc, par exemple, chez les minorités autochtones et linguistiques, on a un rapport à la ville qui est complètement différent du reste de la population. Une ville comme Barcelone sera perçue, chez les minorités catalophones,
comme la capitale de la culture catalane. Alors que pour un espagnol lambda, Barcelone c'est surtout la deuxième ville d'Espagne. La vision de la ville n'est absolument pas la même en fonction des milieux et des cultures. On pourrait aussi évoquer toute la diversité de l'organisation spatiale en fonction des cultures. C'est par exemple le cas chez les Polynésiens. Alors il faut savoir que pendant très longtemps, les sociétés polynésiennes se développaient autour de ce qu'on appelle les marae, donc qui sont en fait des lieux communautaires de rassemblement et donc qui permettaient, avant l'arrivée des colons européens, de développer une organisation spatiale, de se réunir. Et donc, avec la production de villes occidentales en Polynésie, on a eu un rapport à la ville qui s'est développé de manière totalement différente chez ces peuples autochtones. Et donc, on a eu affaire à une réadaptation des Polynésiens à la ville. On a connu, au XXIe siècle, l'émergence de marae urbains, et donc qui permet de concilier la vie urbaine et le mode de vie traditionnel des autochtones. On a une marginalisation de certaines minorités dans la ville. Donc c'est par exemple le cas des sans-abri, à travers des aménagements anti-SDF. En fait, tout est fait pour vider les villes de cette minorité et l'empêcher de fréquenter les mêmes lieux que les autres. Mais la ville n'est pas non plus toujours pensée avec les personnes à mobilité réduite. On retrouve par exemple dans les villes des bâtiments historiques qui sont réutilisés comme des musées ou comme des lieux publics, les hôtels de ville par exemple, qui possèdent des marches d'escalier ou des choses en fait qui empêchent d'accéder à ces fonctions ou même d'accéder à la culture. Et donc on a ici des aménagements qui génèrent de la difficulté pour ces minorités. On pourrait aussi parler d'une distribution particulière de certaines minorités dans les villes. Distribution spatiale, thématique très étudiée au cours du XXe siècle, en particulier par l'école de Chicago, à travers l'écologie urbaine, qui étudie la répartition humaine des villes. Et donc comme exemple notable, on pourrait parler des minorités afro-américaines, comme à Chicago dans le quartier de Bronzeville. Car on retrouve une concentration importante de cette minorité à un endroit précis par rapport au reste de la ville. Et donc cette répartition de la minorité au sein de la ville, elle amène à de la ségrégation spatiale, donc c'est-à-dire une répartition inégale de la population dans l'espace. Car les minorités ne vivent pas au même endroit que les majorités. Et cette ségrégation, elle peut marginaliser la minorité, vu qu'elle est isolée du reste de la ville. Et elle amène à des discriminations, du rejet, voire du racisme, et va créer de l'exclusion sociale. Donc notamment à travers la pratique du redlining, qui était très courant au milieu du XXe siècle, et donc qui consistait à refuser des prêts aux personnes issues de certaines zones géographiques. Et donc les quartiers afro-américains étaient en particulier visés par cette pratique, qui était donc complètement inégale et qui empêchait l'émancipation de cette minorité. On peut donc dire que la ville peut amener la marginalisation des minorités à partir de la mise en place de politiques et d'aménagements à leur encontre, de l'enclavement de certains quartiers, mais aussi de leur manque d'ouverture et d'accessibilité. On pourrait donc dire qu'il y a un manque de prise en compte des minorités par les majorités, qui produisent la ville selon leurs standards pour favoriser une partie de la population au détriment d'une autre. On pourrait aussi voir la réussite sociale comme un facteur d'intégration des minorités dans la ville. Une même minorité pourra avoir une distribution différente en fonction de son statut social. Là où les minorités roms forment une communauté marginalisée, dans certaines villes d'Europe de l'Est, comme dans le quartier de Ferrantari à Bucarest, où il existe un véritable enclavement urbain et une exclusion de la minorité, on retrouve une forte distribution de Roms dans des quartiers aisés et complètement intégrés au reste du tissu urbain. On retrouve une incarnation de la réussite sociale à travers ce qu'on appelle des palais roms, donc qui sont des villas dites à l'architecture kitsch, très extravagantes et parfaitement reconnaissables, qui font partie intégrante du paysage urbain en Macédoine du Nord et en Roumanie. Et donc comme critique, on pourrait dire que certes, on a ici une intégration de la minorité dans la ville, mais une intégration qui ne prend pas forcément en compte toutes les discriminations qu'elles subissent. On peut donc dire que la ville représente un outil de pouvoir des majorités. À partir du tournant spatial, donc le fait de considérer que l'espace est fondé sur des rapports entre groupes sociaux, on a compris que la ville pouvait exclure, marginaliser et invisibiliser certains groupes.
On a vu jusqu'à présent la ville comme un espace inégalitaire, où les majorités produisent la ville sans forcément prendre en compte le reste de la population, mais il existe aussi des initiatives qui visent à prendre en compte les minorités dans les villes. Donc c'est par exemple le cas du droit à la ville d'Henri Lefebvre. Henri Lefebvre, il est sociologue et forme une figure majeure de la géographie sociale. Et donc pour lui, la ville, eh bien, elle doit être repensée avec les minorités, dans ce qu'il appelle le droit à la ville. Et donc le droit à la ville, eh bien, c'est pas seulement des droits accordés à tout le monde, c'est aussi la possibilité pour tous les habitants d'une ville de contribuer à la production d'une ville, peu importe les rangs ou les classes sociales. Ainsi, la ville n'est plus organisée à partir d'un schéma préfabriqué, mais bien à travers une configuration autour de la liberté d'interagir. Et donc comme critique, eh bien, on pourrait dire que le droit à la ville, c'est plutôt une invitation, une idée, mais pas forcément une notion concrètement appliquée dans la société. Prendre comme exemple le droit à la ville pour illustrer l'intégration des minorités fonctionne donc comme une idée régulatrice. Elle oriente la réflexion et l'action, sans se traduire systématiquement dans des dispositifs concrets et mesurables. Et justement, le concept des cités interculturelles illustre parfaitement la politique d'intégration des minorités dans la ville. Les cités interculturelles, c'est un programme qui invite les villes européennes à valoriser les interactions entre les groupes sociaux dans la ville. L'objectif, aller au-delà d'un multiculturalisme passif où les groupes coexistent, certes, mais sans réellement communiquer entre eux, pour arriver à construire une interaction active entre les cultures. Et en dernier exemple, on pourrait parler des aménagements et infrastructures inclusives dans les villes. Le 21e siècle connaît l'émergence d'aires de jeu adaptées aux personnes à mobilité réduite, qui permettent aux enfants en situation de handicap de s'émanciper et de créer du lien avec les autres. La ville, dans sa structure même, est repensée pour être ouverte à tous. Les rehaussements des quais des bus, le braille devant les passages piétons, voire encore des plaques de rue multilingues chez les minorités autochtones. Plus récemment, on a connu l'émergence du quartier Petite Italie, à Nogent-sur-Marne, qui marque ici une reconnaissance de la minorité italienne dans la ville. Bref, la ville devient progressivement un espace d'ouverture et non seulement une construction des classes dominantes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tiens à remercier mon collègue Ryan Zerouk pour avoir contribué au travail, notamment à travers tout ce qui est aménagement en faveur des minorités et aménagement répulsif. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.